Bienvenue à toutes et à tous dans Kana en aparté. C'est parti pour une nouvelle émission du podcast audio lancé par l'un des éditeurs historiques du manga en France, les éditions Kana. Et c'est la 3e saison, c'est parti. On se retrouve ici chaque semaine pour parler de manga dans deux types d'émissions, soit pour une demi-heure d'analyse et de discussion, ou soit pour une version longue des entretiens d'une dizaine de minutes. C'est en alternance un coup l'un ou un coup l'autre. Pensez surtout à activer les notifications et à mettre une petite note, un commentaire pour fêter cette nouvelle saison ou à partager le programme autour de vous. Aujourd'hui, nous allons parler du nouveau blockbuster annoncé, signé Takeru Okazono Kagurabashi, un manga d'action dans un monde où les lames ne sont pas seulement forgées dans le feu, mais aussi dans le sang et dans les larmes. Kagurabashi arrive, enfin, on l'attendait celui-là. Alors, est-ce que ce manga va répondre à toutes nos attentes ? C'est parti pour une émission où les mots ne seront plus courts qu'un katana. Je suis Maxime Bender et je vous invite à poursuivre cette écoute avec Stéphanie Nunes, Mathieu Adman et Antonin Lacombe. Je trouve qu'en un tome, les personnages secondaires, on arrive déjà vraiment à s'identifier à eux. Ça marche très bien au Japon, les ventes sont incroyables. Ça marche en plus à l'international avec un buzz presque jamais vu. Donc c'est assez magique et c'est assez onirique. Pour nous éclairer aujourd'hui, Mathieu Adman, chef de produit marketing aux éditions Kana. Salut Mathieu. Salut tout le monde. Antonin Lacombe, journaliste spécialisé BD Comics, manga, notamment pour les magazines Manga Kids, Japan Live ou Japan Max, est avec nous. Salut Antonin. Salut à tous. Et enfin Stéphanie Nunes, directrice de la communication des éditions Kana. Salut Stéphanie. Hello tout le monde. Alors Kagurabashi, c'est le plus gros et le plus important lancement d'un manga pour Kana depuis quoi, 10 ans? Depuis Samurai 8 peut-être? C'est le titre, je pense, le plus comparable, mais on est largement au-dessus de Samurai 8, pour moi, de ce que je m'en souviens. Donc moi, clairement, c'est du jamais vu depuis que je suis chez Kana, et ça fait 7 ans. Toi, Stéphanie? Merci déjà de faire comprendre que ça fait un peu plus longtemps que toi. Écoute, non, mais moi, ça fait pas beaucoup plus, ça fait 9 ans, et effectivement, les gros lancements qu'on avait eus, c'était As-Class, Fire Force et Boruto, mais c'est vrai que là, on est sur une dimension qui est vraiment stratosphérique par rapport à ce qu'on a fait avant. Blockbuster attendu, triple A, on peut utiliser plein de termes. De quoi parle Kagurabashi? On est dans un monde rétro-urbain japonais. Le manga démarre pour le lecteur par la découverte d'un gamin, l'air un peu renfrogné avec des cernes sous les yeux, mais plutôt gentil, qui vit seul avec son père, un célèbre forgeron au pouvoir assez démentiel. Malheureusement, Chihiro voit son père se faire assassiner et les katanas magiques qu'il a forgés se faire voler. Avec ce passé plus sombre que le charbon, il décide alors d'emprunter le chemin de la vengeance, et il est un héros qui a tout perdu, mais qui trouve une raison de vivre dans l'épée que lui a fabriquée son père. Démarre alors une épopée sanglante, teintée de magie mystérieuse et de coups d'éclat assez violents. Chaque page est pleine de suspense, pleine de tension, et on découvre dans ce manga un monde composé de yakuza, de sorciers, d'héritières même, au pouvoir surnaturel, comme la petite Char et sa faculté de soins assez hors norme. Ça prend le lecteur aux tripes, ça sort les tripes des combattants, des personnages aussi. On peut même parler de théorie des tripes pour Kagurabashi, où la rédemption donc se gagne par la pointe de l'épée. Ce manga, quelles sont les recettes de son succès, avec déjà plus d'1 million d'exemplaires vendus au Japon, et on l'espère pour vous, presque autant en France. On croise les doigts. Bah écoute, déjà on peut dire que c'est quand même une thématique peu commune dans les mangas d'action du Weekly Shonen Jump, parce que bon, la vengeance, c'est quand même assez dark, c'est pas pour rien non plus que c'est dans la collection Dark Kana, voilà. On va voir effectivement que le personnage principal, Ichiro, il repeint les murs, voilà. On va dire les choses comme ça. Après, il y a eu un choix qui est un petit peu dans l'époque, dans l'air du temps, d'avoir un héros très badass, assez noir. On pense assez vite à Boruto, même dans le graphisme, il a des cicatrices Boruto sur lui. tout Blue Vortex. Oui, voilà, la fin de Boruto et déjà beaucoup plus sombre, ouais. Voilà. Ça on l'a bien, on a aussi un côté un peu, on s'attache pas tout de suite à ce personnage-là parce qu'il est pas il est assez froid quand même, C'est ça transpire pas la joie de vivre non plus. OK, il en a gros, mais... Avant de parler du personnage principal, après la vengeance, on l'avait déjà quand même un peu esquissé dans Demon Slayer, qui avait eu un énormissime succès, alors pas qu'au Japon mais dans le monde entier. Ah mais là, sauf que là, il est encore plus mauvaise en fait. C'est-à-dire que il y en a un qui a quand même sa sœur, même si c'est un zombie, c'est quand même sa sœur. Lui, il a plus rien. Voilà. Donc il a tout arrêté, sa vie s'est arrêtée et en fait, il a pris le noir, on va le dire comme ça. Et pardon, et au-delà de la vengeance. Dans Demon Slayer, il a plus rien non plus. Il a sa sœur. Il a sa sœur dans une boîte.
Mais ce qui est bien aussi au-delà de la vengeance, c'est vraiment, je trouve qu'en un tome, les personnages secondaires, on arrive déjà vraiment à s'identifier à eux, à trouver vraiment de la sympathie qu'on trouve pas forcément pour Chihiro, parce qu'effectivement, comme on dit, il est assez glacial et assez je vais me venger, je veux les sabres et basta. Je suis pas d'accord moi avec ça. Ah bon, t'es pas d'accord non, avec en fait, quoi déjà? Oui, déjà. Il est vraiment focus vengeance, mais pour moi, il reste humain, très calme, et très posé. mais ça il est très pas. posé. Sang-froid, Non, mais je veux dire que les autres sont plus, tu vois, une char, elle est beaucoup plus émotive, beaucoup plus dans comment dire, l'enthousiasme, le truc Oui, et tout mais ça. moi, Et même Chihiro, son intervention avec Chihiro est plutôt chouette, quoi. Bien C'est sûr. mignon, il y a un petit mais côté Chihiro, frère. il est comme ça dès le début, en fait. Même quand il est avec Même son avec père, son c'est père. un mec qui est calme, c'est sa nature. Et je trouve que justement, ça change du héros classique shonen qui est souvent impétueux, bon, on a tous les exemples en tête, les Luffy, Dragon Ball, Sangoku, excusez-moi, Naruto, tout ça, qui foncent avant de réfléchir. Là, pour le coup, une fois de plus, c'est quand même... Oui, il est réfléchi, posé. Par T'as ce raison. caractère-là aussi, il se différencie du traditionnel héros shonen. Ouais. Et ça, c'est même une des forces de ce manga, c'est qu'effectivement, bon, quand faut y aller, il y va. Mais il a beaucoup anticipé la façon d'y aller. Et alors, il y a un côté coup d'éclat à chaque fois, parce que les scènes d'action sont excessivement percutantes. Elles sont assez courtes, au final. Et la narration, on en reviendra un petit peu plus tard dans l'émission, fait que il y a tout le temps des tensions. Il y a tout le temps, l'auteur joue avec pas mal de flashbacks, de flash-forward et autres, coupe son action. Et à chaque fois, il va renchérir sur son suspense à ce moment-là. Donc, le héros est très réfléchi à chaque fois. Ouais, puis il y a une fascination de manière, d'un point de vue général, il y a une fascination pour les films type Kurosawa, pour les westerns, pour les films de samouraï. Il y a même ça invoque Tarantino, il y a du Tarantino. Ouais, mais ça invoque même du Star Wars, ça invoque le Mandalorian, ça invoque tout un tas de choses comme ça qui ont inspiré l'auteur, qui justement quand la question lui est posée de d'où vous est venue l'idée de faire ce manga, c'est j'ai imaginé Hollywood. Je me suis imprégné d'Hollywood. Juste, il l'a dit de manière tellement large, tellement vague et comme ça, qu'on peut mettre plein de choses dedans. Mais c'est rigolo parce que tu vois, sur cette génération aussi, si demain on te dit qu'il est plus fan de cinéma que de manga, au vu de Kagurabashi, ça me choquerait pas. Et qu'il a plus d'inspiration sur les films de ciné par les réalisateurs de ciné que finalement par ses prédécesseurs mangaka. Alors que bon, généralement, c'est quand même, tu fais assistant, t'as un maître, t'apprends avec lui. Il est jeune, il est très jeune déjà, effectivement, et vraiment. Et c'est sa première série, hein. Ouais, ça me choquerait vraiment pas que finalement, en fait, il aime beaucoup plus le cinéma. D'ailleurs, c'est toujours ça, en fait, qu'il cite en premier quand on lui demande ses références, plutôt que d'autres mangaka japonais, en fait. Après, ce qui est génial, c'est les cadrages qu'il utilise. Enfin, on retrouve des scènes de certains films qui ont marqué. Encore plus dans les premiers chapitres, et après aussi, mais pour le moment, pour pas. Et pareil, l'esthétique, c'est-à-dire que déjà, c'est un personnage qui s'habille en noir. C'est pas très commun pour un héros. Pour un héros. Et au départ, son tantôt, il se posait un peu des questions, mais alors il y a un côté Matrix parce qu'en plus, il a vraiment des comment ça s'appelle? Un long manteau, des choses comme ça, et ça fait un effet visuel dans les scènes d'action, en plus avec les giclures de sang et compagnie. Voilà, et ça permet d'avoir une espèce de frénésie graphique qui est assez intense. Donc pour expliquer aux gens qui n'ont pas encore lu Kagurabachi mais qui écoutent cette émission, voilà, on est sur un personnage assez froid, assez sombre, plutôt stylé quand même. Ah ouais, plutôt stylé. badass. Oui. Qu'est-ce qu'on peut invoquer comme autre personnage qui pourrait lui ressembler dans le manga, si on veut essayer de le mettre dans une case avec quelqu'un d'autre? C'est dur. Moi, typiquement, j'ai pas tout lu de Demon Slayer, mais j'avais l'impression que le côté calme, Tanjiro là aussi, mais là, à vous. Ouais, mais Tanjiro, il a l'air beaucoup plus gentil. Oui, bah oui, ouais. Il est rond. Enfin, après, tu vois, Shiro vient en aide à tout le monde, hein. Justement, c'est vrai. avec Char. Mais froidement. Oui, mais alors que Tanjiro, t'as l'impression que il va te faire un câlin. C'est sûr, mais après il pète un câble. Ouais. Kyo un peu, peut-être, avec moins le côté méchant de Kyo aux yeux de démon. C'est les yeux rouges qui parlent. Exactement. Et c'est ton côté fangirl. Exactement. Et alors question sur Chihiro, sur le personnage principal de Kagurabachi. Est-ce qu'on s'attache immédiatement à lui ou pas? Moi, j'ai l'impression que non, on ne s'attache pas à lui, mais est-ce que c'est un point fort ou une faiblesse pour un tome 1? J'ai pas eu de soucis, moi, perso. Non, ouais, mais moi, je trouve que, pardon d'y revenir, mais je trouve que c'est grâce aux personnages secondaires qu'on s'intéresse encore plus à Chihiro. C'est sa manière d'interagir avec les autres, avec Shiba, voir qu'il y a vraiment une relation
allez, grand oncle avec lui vraiment protecteur et tout ça. Avec Char, il va devenir hyper protecteur avec elle et vraiment la prendre sous son aile et tout. Et je trouve ça intéressant, on le découvre petit à petit avec comme ça. Son père aussi, il y a des flashbacks avec son père où effectivement son père est un espèce de d'assisté. Ouais, enfin, disons que mais c'est un génie aussi. Un génie. Ouais, mais c'est très étrange parce qu'effectivement, il est là, il a des espèces de t-shirts avec des slogans complètement zazou, genre la vie c'est bien ou ce genre de choses. Donc voilà. Il a une philosophie de vie qui est assez étrange. Voilà, il parle pas aux poissons, il les écoute. Voilà. Moi, il me faisait penser un peu au père de Senku dans Dr Stone aussi. Ah oui. C'était un peu dans l'esprit de génie. Je crois que Mathieu n'est pas d'accord. Non, c'est juste que je suis d'accord avec ce que tu disais. Il brille par les interactions avec les personnages secondaires, mais je trouve que du coup, c'est toujours dans le sens de Chihiro. C'est-à-dire que chaque interaction, ça va pour grossir en fait le personnage de Chihiro et pas les autres. Donc au final, en fait, Chihiro est un personnage très bien sur lequel tu peux t'identifier assez rapidement. Moi, typiquement, j'ai plus de mal avec Shiba, ou si Shiba demain il disparaît du manga, bon bah c'est pas dramatique, c'est pas Jiraiya, tu vois. Là où par contre maintenant Chihiro, on m'a donné beaucoup de pertinence sur le personnage, beaucoup de constance, ce qui fait que je connais son passé, je sais pourquoi il agit comme ça, et donc forcément je m'y attache. Après c'est aussi une métaphore de la forge de Chihiro, hein. C'est vraiment un morceau de charbon qui, à force de travail, à force d'attention et autres, ça va devenir une lame en fait. Voilà. À la base, au moment où il se fait, il assiste au meurtre de son père et autres, à l'assassinat de son père, il sait pas se battre avec un sabre. Et il veut juste être forgeron. Voilà, donc effectivement, et donc ça bascule. Voilà, bon, au début du manga, il se démerde pas trop mal quand même, mais voilà, ça va aller de plus en plus. On sent que voilà, il a beaucoup de potentiel. On continue de balayer ce qui dessine les contours de ce manga. On a fait la thématique, on a fait les personnages, le monde, l'univers. Il ressemble à quoi? Alors c'est très étrange. Très étrange. C'est super. Il a vraiment mis sa marque. Il a fait vraiment une espèce d'urban fantasy. Il a créé un univers où c'est pas trop exactement à quelle époque on est. On regarde la rue, on a des tractions avant, donc des vieilles voitures, et puis on regarde de plus près, on voit 3 générations de voitures différentes qui sont côte à côte. On a des personnages avec des chapeaux mous. Alors, on est dans les années 30, années 60, on sait pas trop, mais ça fait c'est un espèce de charme suranné, on ne sait pas trop où on est. Et tout à l'heure, j'utilisais le terme de rétro-urbain japonais. Ouais, moi j'avais rétro-urban fantasy nippo-stylisé, mais c'est peut-être un peu long. On a tout compris. Voilà. Mais je pense qu'il fait juste en fait ce qu'il trouve ultra stylé, et il doit juste aimer les vieilles voitures et aimer des vieilles voitures. À côté, plus tard, t'as des téléphones portables, et il a mis, et ça c'est assez rigolo parce que dans l'interview du coup de l'éditeur, ils en parlent, ils mettent énormément de refs au Japon traditionnel, mais du coup connu par le monde entier, parce que il y a quand même toujours cette pensée de l'aspect international. Si le manga il marche au Japon, c'est évidemment la priorité ultime, mais ils ont toujours ce regard sur c'est pas mal aussi si ça marche en France, aux États-Unis, au Brésil. Donc forcément mettre des katanas, mettre les carpes, enfin vraiment les éléments classiques de ce qu'on imagine du Japon, ça permet pour eux d'ancrer le manga en tout cas à l'international. Et puis il y a un élément évident, je sais même pas si on a besoin de le citer, mais il y a des bastons de ouf. Il y a de la sorcellerie. Il y a de la sorcellerie, il y a des combats, il y a de la magie. Voilà. Il y a donc des combats spectaculaires, quoi. Voilà. Parce que le cœur du monde de Kagurabachi, en fait, c'est un monde de sorcellerie. Voilà. Ils sont pas tous sorciers. Tout le monde n'est pas sorcier. Tout le monde n'est pas avec un pouvoir. Même si tout le monde a le potentiel. Par contre, effectivement, il y a le père de Chihiro qui lui a réussi à transférer la magie, la sorcellerie à des sabres. Voilà, qui va avoir un vrai rôle. 15 ans avant, il y a une grosse guerre qui s'appelle la guerre du Seitai, et qui va obliger, entre guillemets, ou contraindre le père de Chihiro à forger 6 sabres ensorcelés, voilà, pour gagner cette guerre. Voilà. Et à la fin de cette guerre, il récupère tout, il se dit ok, stop, maintenant j'arrête parce que ça peut faire trop de dégâts. Et tout ça, on le comprend vraiment dans le tome 1, qui est quand même très 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 riche. Et dites-nous vous sur les réseaux sociaux ou en commentaire de l'émission, qu'est-ce que vous recherchez dans un manga d'action? Des bastons comme ça très très puissants, des personnages profonds. Dites-nous ce qui vous attire en priorité dans un manga de type Kagurabachi, qui a fait énormément de bruit à sa sortie au Japon. Ça a été un buzz quasiment incommensurable, incompréhensible même, un manga assez unique en son genre, c'est-à-dire qu'avant même sa sortie, dès qu'il y a eu une image sur internet, ça a eu un buzz organique surprenant.
Ouais, qu'est-ce qui s'est passé, hein? Dites-nous tout. Et justement, ça a été un peu compliqué parce qu'au début, quand on a vu ça, on s'est demandé, mais est-ce que c'est pas, tu vois, le feu de paille et après ça retombe et tout. On s'était quand même dit, enfin, une image et ça y est, tout le monde dit que c'est mieux que One Piece. On a eu un petit peu peur quand même. Ouais, au parce début. que t'avais quand même une grosse part de trolls. C'est ça. Des gens qui étaient plus ou moins sérieux. Au début, les fans ont décidé de sacrer Kagurabachi, meilleur manga de tous les temps, avec une seule image. À partir donc de rien, juste parce que Chihiro. En vrai, l'image elle est vraiment stylée en plus. Ouais, hein. l'image est cool. Le héros, tu vois juste le héros dans sa forme badass. Donc, Mais comme l'a dit Antonin, c'était le manteau, une blague qui s'est transformée en curiosité mondiale. Disons qu'en fait, ça a garanti le fait que tout le monde aille lire au moins le chapitre 1 ou les premiers chapitres. Ce que bénéficie pas forcément toutes les nouveautés, même quand c'est des nouveautés du Shonen Jump. Et après, ce qui a fait vraiment la différence, c'est ce qu'on vient de dire en fait depuis 10 minutes, c'est que le manga est bon et que l'entrée marche très bien parce que pour moi, t'as le point fort d'un manga de shonen dès le début. Tout est posé très simplement. T'as les ennemis, tu les identifies. T'as les 6 sabres, tu comprends très vite que le héros a un 7e, il peut se battre. Et l'ellipse, en fait, tu commences très vite sur une ellipse où, alors moi j'adore ça, mais tu esquives en fait toute la partie où le héros potentiellement sert à rien, il faut qu'il aille s'entraîner, etc. Non, chapitre 2, il arrive, même chapitre 1, il arrive, il découpe tout le monde. Il est très fort, ça te met dedans, tu sais qui il doit affronter, et après c'est parti, il peut commencer son développement. Et tu peux ouvrir tous les tiroirs, c'est ça qui est assez génial. C'est-à-dire que tu sais qu'il y a 6 sabres, voilà, donc tu dis, bon, va y avoir chacun un pouvoir, et tu découvres même que chacun a 3 pouvoirs, donc voilà, tu vas avoir le sabreur derrière aussi, tu vas avoir plein de choses qui s'ouvrent, effectivement, donc t'as l'assassinat du père de Chihiro, donc c'est quoi cette organisation derrière, puis tu vas découvrir l'organisation du gouvernement, puis tu vas découvrir aussi le pouvoir des sorciers. Donc ce qui est assez génial là-dessus, c'est qu'au final, il s'est laissé plein de pistes, plein de portes ouvertes et autres qu'on va ouvrir au fur et à mesure des chapitres. Certaines vont un peu plus se refermer, d'autres vont complètement s'ouvrir en grand, et ça c'est assez génial parce qu'il a posé beaucoup de choses dès le départ et qui donne envie en fait. Et comment vous avez analysé ce buzz a posteriori? Alors, moi je pense que avec déjà, un compte brésilien par exemple qui est même plus vu que en fait, que d'autres comptes au Japon. Tu peux l'expliquer, je pense, de diverses manières. La première déjà, c'est que t'as pas non plus une offre pléthorique en ce moment au Japon. Donc disons que dès qu'un truc attire un peu ton attention, c'est plus simple de s'enflammer. Surtout quand t'arrives dans une période où t'as 2 classiques qui se terminent avec My Hero Academia et Jujutsu Kaisen. Donc déjà, t'es sur un public qui est en attente. Forcément, ils ont vu ça, ils se sont dit waouh, ça a l'air stylé, ça a l'air action, ça a l'air badass. Clairement, on en parlera plus tard dans peut-être le deuxième podcast, mais c'est l'héritier en fait de Jujutsu Kaisen dans le thème, dans le ton. Donc forcément, les gens y sont allés. Et après, je pense que ça s'explique aussi juste par le fait que les gens aiment bien rigoler, que vraiment ça a juste été un buzz de 2 jours sur Twitter, et derrière le manga en fait a fait le relais et après la relève, et vu que c'est très bon, ça a duré quoi. Finalement en fait les blagues se sont arrêtées assez vite, hein, les mèmes, tout ça qu'on a vu fleurir pendant 3 jours. Bon une fois que le manga est sorti, c'est juste des gens qui ont commencé à lire, à suivre et à dire c'est très bien. Et comment vous avez choisi de travailler ce titre avec cette hype qui finalement ça reste une minorité qui l'ont lu et qui l'ont trouvé très bien, alors que le buzz a pris beaucoup d'ampleur sur les réseaux sociaux avec des gens qui sont jamais allés plus loin quoi. Enfin, si tu veux y aller, Stéphanie. Non, mais vas-y, je t'en prie. Non, t'avais vraiment 2 trucs séparés. T'avais le buzz qui a vraiment pris, mais qui a pris à l'international. Et à côté de ça, t'avais le marché domestique japonais où, pour le coup, ils sont vraiment passés à côté de tout ce qui était mème, Kagurabashi, nouvelle vague, tout ça. Donc, il fallait vraiment voir comment ça allait fonctionner au Japon. Parce que si la série marche pas, c'est très bien d'avoir eu des mèmes. Et si c'est pour que ça se termine au bout de 15 chapitres, ça a très peu d'intérêt pour les éditeurs. Et en fait, au Japon, c'est vraiment la qualité de la série qui fait qu'il s'est très vite imposé comme une valeur sûre. Et je pense que le Japon n'est pas bête. Shueisha a très bien vu quand même qu'à l'international, t'en parlais tout à l'heure, déjà le compte brésilien qui rassemble une énorme communauté et qui a fait un site sur Kagurabashi. Enfin, c'est n'importe quoi. Allez les voir, vous verrez, c'est des fous furieux. Et c'est aussi ça qui a fait passer le cap aussi à l'édito Shueisha en se disant ça marche très bien au Japon, les ventes sont incroyables, ça marche en plus à l'international avec un buzz presque jamais vu, donc on va foutre les bouchées doubles. Et donc maintenant en fait on arrive à une série qui est, quand on a des mises en avant de Shueisha, t'as Luffy qui est en premier plan et derrière t'as Jujutsu Kaisen et Kagurabashi et Chihiro. Donc c'est quand même assez exceptionnel. Forcément, nous à ce moment-là on avait déjà fait l'offre. Mais tu dois composer en fait. C'est vraiment le fait que ça marche au Japon, c'est ce qui a fait le déclic chez nous de se dire ok, c'est pas un feu de paille justement.
Et c'est la première fois aussi que le Japon nous impose de annoncer la sortie du manga en France très rapidement, parce que d'habitude c'est nous qui choisissons, on voudrait dire là ou là, et en fait ils voulaient le faire à Japan Expo parce qu'ils avaient déjà prévu en fait que l'auteur fasse une intervention et qu'on annonce que ce soit Kana. Donc on sentait vraiment que Shueisha, ils étaient un peu comme tout le monde dans le marché international, c'est qui la relève, c'est qui la suite. Bon voilà, on mise tout sur Kagurabachi. T'as un double enjeu stratégique en fait pour Shueisha sur la série. La première, c'est l'international, mais qui existe depuis maintenant plusieurs années. Et là, ce qu'on avait nous sur celui-ci, c'est Manga Plus. La promotion en fait de Manga Plus, parce qu'en fait, c'est pas Shueisha qui a annoncé la série à Japan Expo, c'est Manga Plus qui a pris un stand à Japan Expo. Et via la plateforme Manga Plus, ils ont fait la vidéo avec l'auteur. Et en fait, tout ça, c'est aussi dans l'idée de promouvoir la plateforme Manga Plus et de faire en sorte que elle prenne de plus en plus d'ampleur. Et après, à voir jusqu'où ira Shueisha avec cette plateforme. Mais ils ont vraiment cet enjeu stratégique depuis 2 ans aussi de mettre en avant Manga Plus. Et forcément, Kagurabachi qui marche à l'international, c'est devenu un peu le porte-étendard de ça, donc notamment en France, mais dans les autres pays aussi. C'était génial parce que déjà sur Manga Plus, vous avez annoncé la sortie de Kagurabachi au mois de juillet, donc il sort là au mois de février, et Manga Plus permettait de le lire en français. C'est ça. L'édito a fait un super travail parce que je crois qu'il y avait les 4 premiers chapitres directement à Japan Expo et après fin août, on avait déjà rattrapé tout le donc suivi avant qu'il soit sorti en physique en France et même quasiment plusieurs mois avant, on pouvait déjà le lire et entre guillemets faire monter la hype ou être dedans quoi. C'est ça. T'as eu 3 vagues en fait où la première t'avais 30 chapitres, la deuxième encore 30 chapitres et après on rattrapait en fait le rythme japonais. En parlant de buzz justement, c'est pas pour vous autour de la table, c'est pour ceux qui écoutent l'émission. Je vous laisse réagir sur les réseaux sociaux. Ce buzz, à votre avis, vous qui écoutez cette émission, est-ce que c'est un énorme coup de chance ou est-ce que c'est un plan ultra bien rodé par les équipes de Manga Plus? Je vous laisse répondre à cette question et on va s'arrêter un instant pour parler d'une autre star de Kagurabachi, non pas de Chihiro, mais des katanas. Katana, pas seulement des armes, mais aussi des symboles d'héritage, des symboles de destruction dans ce manga. Je vous propose donc maintenant d'aller en aparté. Et nous allons en aparté avec Maxime Maki qui est forgeron comme le père de Chihiro dans Kagurabachi. Il est aussi le créateur de la marque Nous sommes des héros. Maxime, tu as même créé un alliage appelé Galaxium. Bienvenue dans Kana en aparté. Salut à toi. Salut à tous. Bonjour. Alors Maxime, première question. Comment on fait pour mettre de la magie dans une arme qu'on a forgée? Est-ce que tu peux fact-checker les katanas de Kagurabachi? Est-ce que c'est possible? Bonne question. Alors déjà, est-ce que tu es prêt à y mettre une partie de ton âme dans un objet justement pour le rendre magique? Pour avoir du pouvoir, ouais. Voilà, donc ça fait partie du jeu. Et puis effectivement, oui, dans les katanas de Kagurabachi, effectivement, il y a plusieurs. Ça part vraiment de la base de la mythologie japonaise pour vraiment arriver sur quelque chose d'un peu plus fantastique. On a tous l'habitude en Occident de voir des grosses épées de chevalier, ce genre de choses comme ça. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu la différence entre la forge occidentale et la forge japonaise? Oui, tout à fait. Donc vraiment, ça réside dans 2 parties distinctes qui sont la technique et vraiment la philosophie. Parce que si on parle de forge occidentale, nous en fait en France par exemple, on n'a jamais eu vraiment des problèmes d'alimentation, on va dire, pour trouver des métaux et pour pouvoir fabriquer des épées. Surtout que nous en plus, on a vraiment eu toute cette partie médiévale où on a créé des armures. Donc il nous fallait aussi des épées qui étaient très résistantes pour justement taper sur certains bouts de métaux qui pouvaient être justement très résistants en face, comme des armures, des plaques en fait, qui étaient qui sont différents aussi des épées. Et c'est vrai que tout ce qui va permettre en Occident à transformer une lame, parce qu'en fait ils avaient quand même la même réflexion qui était de vouloir faire une lame dure, mais à la fois pas cassante et à la fois pas trop molle. Donc en fait, nous en Occident, on a beaucoup travaillé avec le système de trempe et de revenu. Donc ça, en fait, ça va permettre de faire chauffer le métal, donc les lames, et après de les tremper ou de les laisser refroidir à différentes températures. Alors que effectivement le travail du katana, en fait, ça part vraiment d'une problématique, c'est qu'en fait, au Japon, ils n'arrivent pas à trouver beaucoup d'acier de qualité, donc ils ont commencé à fabriquer le leur. Et c'est comme ça qu'ils ont créé le fameux tamagane, qui est l'alliage, l'acier exceptionnel dans lequel ils fabriquent les katanas, puisqu'il fallait à ce moment-là qu'ils partent de sable. Donc ils prenaient du sable ferreux qu'ils mettaient dans un tatara. Donc le tatara, c'est le four traditionnel japonais, dans lequel justement, en mettant du sable,
et aussi du charbon, on crée justement, donc là il y a une vraie alchimie qui se crée, il y a, on va dire que la magie opère à ce moment-là, puisque du coup le fer récupérait les particules de carbone pour créer de l'acier. Et c'est comme ça qu'on a créé ce fameux alliage extraordinaire que l'on a pu développer pour les katanas. Ça s'appelle donc Nous sommes des héros sur n'importe quel moteur de recherche. Vous tapez Nous sommes des héros, vous tombez sur le site de Maxime directement et sur son travail. Bijoux, armes, pendentifs, tout ce qu'on veut quoi. Oui, on a travaillé. Alors voilà, nous sommes des héros. Ça fait 10 ans qu'on existe. On avait effectivement commencé avec les bijoux, puisqu'on a eu l'occasion de travailler avec pas mal de belles licences. Et puis après, avec le temps, on s'est développé. On a commencé à faire des statues en bronze parce que c'était quelque chose qui nous plaisait particulièrement. En fait, c'est surtout qu'on travaille avec certains artisans. On n'est pas tout seul. Voilà, c'est pas une seule personne derrière, c'est toute une équipe. C'est d'autres artisans qui bossent avec nous, comme le katana qu'on a eu l'occasion de faire là. Derrière, on a eu aussi un maître artisan dans le bois qui nous a fait des belles boîtes. Donc c'est vrai que avec le temps, on a réussi aussi à créer un consortium de personnes qui essayent de faire la même chose que nous, qui sont passionnés comme nous. Donc c'est vraiment plaisant. Et bravo à vous tous. Merci beaucoup Maxime d'avoir participé à Cana en aparté. Merci Maxime. Super. Merci beaucoup. Retrouvez la version longue et intégrale de cet aparté la semaine prochaine. En attendant, revenons sur le tome 1 et le lancement en France de Kagurabachi. Est-ce que l'un des éléments clés, on l'a évoqué très rapidement tout à l'heure, c'est pas son côté cinématographique qui risque d'en faire un succès, qui risque de faire que on va en parler entre nous, mais ce côté cinématographique en même temps qui est excellent, est-ce qu'il va parler aux plus jeunes générations ? Alors, consciemment ou inconsciemment, ça va nous parler. C'est-à-dire qu'en lisant, on se dit tiens, ce cadrage-là, j'ai l'impression de l'avoir déjà vu quelque part. Ou là, ça a l'air trop cool et compagnie. Ou en même temps, on sent qu'il prend des pauses où il fait des compositions de cases et autres qu'on n'a pas vraiment l'habitude de voir dans le manga non plus. Donc quelque part, ça bouscule un peu, sans forcément comprendre toutes les toutes les références. Après, il y a des moments, il y a même des choses où on peut passer complètement à côté, mais c'est pas grave, hein. On est dedans et on sent qu'il a vraiment sa patte. Il a vraiment réussi à imposer un style. En plus, le mouvement, les attaques au sabre sont quand même excessivement percutantes et foudroyantes en fait. Donc, en 3 cases, ça peut faire tout exploser et ça suffit. C'est pas la peine d'en faire sur 25 pages et autres. Et là-dessus, c'est assez finaux. En plus, voilà, on est sur des tons. Il a un graphisme, il utilise assez peu de trame, il a beaucoup d'aplats noirs et beaucoup de hachures, donc il va rendre un petit peu plus nerveux le dessin et autres. Sur les premiers chapitres, on sent qu'effectivement il a encore un peu il se cherche encore un petit peu, mais très vite il va trouver sa marque. Et honnêtement, à la fin du premier volume, c'est déjà quasiment impeccable. Je rebondis sur un truc que tu viens de dire, moins de trame et des décors parfois réduits. Certains peuvent dire que du coup ça manque de détails, d'autres que ça va renforcer l'impact émotionnel des affrontements ou même des punchlines. Qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, je trouve ça plus dynamique, en fait. Sur les combats, il mise beaucoup sur le cadrage et les compositions qu'il fait. Et forcément, comme t'es dans des scènes de baston où souvent il découpe plusieurs personnes en même temps, tu vois des bras qui volent de partout. Le fait de pas avoir de trame, ça surcharge pas la page, ça surcharge pas la case. C'est beaucoup plus clair, c'est beaucoup plus fluide. Et donc toi, forcément, sur ta lecture, t'apprécies d'autant plus ce que tu vois, en fait. Et globalement, même quand tu lis juste ton manga sans être un expert cinéma, un expert manga, en fait, le premier réflexe que t'as, c'est de te dire, c'est trop stylé. Et juste ça fait que ce qu'il fait, ça marche. Il a toujours de bonnes idées de composition qui sont vraiment exceptionnelles. Ouais. On en parlait dans le dernier chapitre, il a encore fait un truc qui est vraiment cool. Donc pour moi, c'est ça le gros point fort. C'est ce qu'on voit aussi dans Sakamoto Days. C'est ce que les gens relevaient sur Sakamoto Days. C'est que les combats et les chorégraphies sont quand même assez exceptionnels. Donc Kagurabachi, t'as vraiment la même veine, en fait. Et en plus de ça, il rajoute des idées de cadrage qui sont vraiment, vraiment bien, qui tirent du cinéma, justement. Et côté décor, c'est ça aussi, du fait que pendant les scènes d'action, c'est un fond blanc. Ça va vraiment mettre en valeur le personnage et l'action. Il sait dessiner des décors, hein, il le montre suffisamment bien avec des architectures assez classiques japonaises ou des choses comme ça. Donc, mais il choisit son moment. Et je pense que c'est choisir son moment, ça le résume bien. C'est que c'est vraiment quelqu'un qui a même un découpage dans sa narration où il va vraiment faire des flashbacks, des flash-forward, des ellipses, des choses comme ça, et il va créer une tension permanente. C'est-à-dire que je pense que tous les 3-4 pages, l'action s'arrête, même un peu brutalement des fois. On va passer à autre chose qui a rien à voir, mais qui va rajouter une tension sur ce qui s'est passé juste avant, et on va la retrouver après. Ça, c'est assez très fort. C'est la gestion du rythme, en fait. Quand tu disais tout à l'heure au début on avait le pitch de base et après il y va en tiroir. En fait, il les amène chaque fois petit à petit vers de nouveaux éléments, mais tout est ultra bien rythmé.
Ce qui fait que t'as jamais l'impression de faire du surplace, t'as toujours l'impression d'avancer dans l'histoire et donc t'es toujours accroché en fait. Et ça c'est vraiment cool, ça permet finalement au bout du tome 6 quand tu recules, tu dis waouh, l'univers il est gigantesque, mais tu l'as pas vu grossir parce que à chaque fois il arrive bam bam bam, ça arrive à gauche, à droite et c'est toujours bien rythmé. Ouais, mais on est déjà gâtés, hein. Juste sur le premier tome, parce que bon, il a fallu, même on a lu les 6 tomes, mais là on est revenu sur le premier tome et personnellement je l'ai relu avant l'émission pour être bien sûr de me cadrer sur le premier tome. Déjà, on voit à quel point c'est riche. Il va introduire donc le sabre spécifique, parce qu'on n'a pas parlé encore celui-là, parce que graphiquement quand même, il a un pouvoir assez particulier puisque c'est un étrange poisson noir qui flotte, voilà, autour de lui, qui est une émanation de la matière noire, qui est une espèce de matière. On comprend pas tout de suite d'ailleurs. Non, non, on sait pas trop ce que c'est que ce machin-là, mais au final, c'est une partie du pouvoir du sabre, voilà. Et donc vous avez un magnifique poisson rouge qui est tout noir, qui flotte avec. Alors les poissons rouges japonais, ils ont des grandes nageoires assez filandreuses et autres. Enfin, c'est vraiment très graphique et autres. Voilà, donc ça flotte autour de lui. Alors, pour ceux qui connaissent la référence d'Arizona Dream, vous avez un peu ce type de poisson-là qui flotte. Voilà, bon, c'est assez magique et c'est assez onirique. Donc lui déjà, c'est un peu étrange. On va découvrir d'autres sabres, pas tous, hein, mais quelques-uns. Donc déjà, ça va teaser un petit peu sur leur pouvoir, leur puissance et des choses comme ça. On va découvrir quelques némésis assez costauds aussi. Enfin voilà, on a de quoi manger. Et on invoque un peu Tarantino aussi. On l'a pas encore dit dans cette émission finalement, mais quand il est arrivé à Japan Expo pour annoncer la sortie de son manga en interview, donc c'était une visio. Il était dans son studio. Il avait un masque et on lui a demandé quel était le film qu'il regardait en ce moment et il a dit Inglourious Bastard. J'adore Tarantino. Niveau hémoglobine, je pense que ça se voit. Il a déjà pris ça de Tarantino, mais oui, clairement, enfin, toutes les compositions, quand on parle de références cinématographiques, c'est beaucoup quand même sur Tarantino. Et après, on rajoute son film préféré, qui est Matrix. Donc, on en a parlé aussi pour le design du personnage. Mais oui, clairement, c'est un gros fan du réalisateur et tu vois qu'il s'en inspire. Vous avez repéré, vous d'ailleurs, des scènes de Kill Bill apparemment que moi personnellement j'avais pas vu. Kill Bill, ça fait longtemps maintenant. Et à voir aussi, alors faut aussi savoir pour ceux qui connaissent pas très bien Tarantino, hein, parce qu'on a des auteurs aussi, enfin des auditeurs un peu plus jeunes. Quentin Tarantino, donc il a émergé dans les années 90 et il a créé un cinéma de patchwork, voilà, où il a une culture cinématographique énorme. Il a pris plein de références à droite à gauche, donc c'est déjà quelqu'un qui utilisait des milliers de références. Voilà, dans les films de série Z, des films de Hong Kong, des films de série B, des trucs les plus étranges du monde. Il allait jusqu'à Bollywood et autres. Et des films japonais, bien évidemment. Bien sûr. Et de là, il recomposait quelque chose dans une espèce de mythologie américaine qui est complètement inspirée de tout ce qu'il a pu voir dans sa vie, quoi. Et c'est vrai que effectivement l'auteur de Kagurabachi donne aussi un peu cet esprit de culture qui va picorer un peu à droite à gauche et même quand du coup c'est ça qui est marrant quand tu parlais d'histoire qui avance toujours même dans les combats, mais un combat ça avance toujours, ils se battent, il y en a bien un qui va finir par tabasser l'autre. Mais alors non, il entrecoupe d'informations avec une espèce de flashback un peu Breaking Badien au milieu et ça fait que tout est riche et qu'avec un tome on a réussi à faire une émission comme ça d'une demi-heure sans se poser la question de mince, qu'est-ce qu'on va raconter encore. C'est un truc assez malade comment en peu de pages il arrive à nous donner une mythologie imposée, installée. Exactement. Voilà. Et qui donne envie de rentrer plus dans cet univers et d'aller creuser et d'aller ouvrir la porte à droite. On sent qu'il y a quelque chose derrière, quoi. Pour l'anecdote, nous chez Kana en tout cas, ce qui a aussi fait la différence, c'est que parmi tous les membres de l'équipe, on n'est clairement pas tous fans de shonen. Ils sont pas tous comme moi où à 30 ans la baston c'est encore. J'adore ça. Alors, après le shonen, c'est pas que de la baston, c'est aussi le vina. Hein. Évidemment, mais sur les grosses séries quand même, on retrouve quand même souvent sur ce genre-là. Et même en fait nos membres qui étaient plus fans, de Taiyo Matsumoto, donc vraiment sur d'autres genres, on était tous d'accord. En fait, tout le monde était d'accord pour dire que même si ils sont pas, le manga n'aurait pas tombé des mains, ils reconnaissent quand même qu'il y a un vrai travail, qu'il y a une vraie proposition et que c'est bon en fait. C'est de mieux en mieux. Kagurabachi, c'est donc plus qu'un buzz. C'est un manga qui promet, un manga qui intrigue et qui mérite donc la découverte. Alors, est-ce que vous allez vous laisser tenter? Dites-nous ce que vous en avez pensé dès que vous aurez lu le tome 1. Puis croyez-moi, ce que vous découvrirez dans le tome 2 va encore élever l'attention d'un cran. Combat en 12 secondes. Oh là là. Mais moins que le 3 et le 4, avec un arc des enchères. Moi, ça me rappelle un truc, ça, les enchères. C'est 5 tomes, prévus en 2025. Des jaquettes exclusives aussi pour les 3 premiers, c'est bien ça? C'est bien ça, en tirage limité, mais on en a tiré énormément. Donc, normalement, ça va. Vous pouvez y aller, mais quand même, n'attendez pas trop.
Merci à tous pour votre écoute et puis n'oubliez pas un commentaire, une note ou des petites étoiles. C'est toujours encourageant. N'oubliez pas non plus de vous abonner à l'émission. La semaine prochaine, rendez-vous pour l'aparté pour parler de forge et de forgeron japonais avec Maxime. Et puis on se retrouve dans 2 semaines pour parler un peu plus encore de Kagurabachi. Pour ceux qui auront déjà lu le tome 1, merci de nous avoir écoutés. Salut à tous. Salut tout le monde. Salut. Au revoir tout le monde.